Merci Catherine et bonsoir à tous. Sur le plateau du 19-20 en Aquitaine, ce soir, nous recevons Jean-Paul Garot, le député UMP de la 10e circonscription de la Gironde, celle de Libourne. Jean-Paul Garot, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, nous allons évidemment, c'est l'usage, faire le tour de l'actualité politique de la semaine et elle a été riche en rebondissements. Mais d'abord, un mot sur vous. On vous a laissé le 9 mars dernier en plein désarroi après votre défaite aux élections municipales à Libourne contre Gilbert Mitterrand. Vous disiez alors que vous aviez besoin de réfléchir. C'est quoi le fruit de votre réflexion ? D'abord, ça a été forcément une déception. J'avais une bonne équipe, je crois que j'avais un bon programme et j'avais un certain nombre d'idées pour Libourne. Ça ne s'est fait pas. Je suis conseiller municipal quand même, donc je n'ai rien perdu. J'ai même, si je peux dire, donc maintenant j'ai un mandat de plus. Et je vais l'utiliser et je vais faire ce qu'il faut parce qu'il y a quand même 3231 personnes qui ont voté pour mon équipe. Donc c'est curieux, les législatives ne vous résistent pas. En revanche, les municipales, ça coince, que ce soit à Saint-Émilion ou à Libourne. Oui, il faut aussi parler des élections qui ont été un succès. L'élection présidentielle à laquelle j'ai participé, les élections législatives, j'ai été réélu. Cette élection municipale qui est un échec, mais pour laquelle quand même je vais beaucoup travailler. Alors l'événement de la semaine, c'est évidemment le rejet du projet de loi sur les OGM, organismes génétiquement modifiés. Mardi, les images resteront dans l'histoire parlementaire, c'est sûr. Regardez, on voit la présidente de la séance qui n'en croit pas ses yeux, les élus socialistes qui exultent. La motion de procédure du Parti communiste est votée par 136 voix contre 135 à la surprise générale et tout le monde de s'interroger. Mais où étaient les députés UMP? Où étiez-vous, vous, Jean-Paul Garot? Mais moi, j'étais dans les couloirs de l'Assemblée d'abord, et puis ensuite j'ai participé. Mais je dois dire qu'en toute honnêteté, sur ce texte, j'étais réservé. Je l'ai dit d'ailleurs, j'étais réservé. Vous savez qu'ensuite il y a eu la commission mixte paritaire qui s'est réunie, qui a élaboré un nouveau texte, sur lequel je pense qu'un certain nombre de garanties nouvelles ont été données. Ce texte va venir donc en discussion mardi prochain, et je compte le voter. Et je crois que c'est justement l'exemple même du débat parlementaire que de faire en sorte que les choses progressent. Plus d'une centaine d'amendements ont été donc adoptés, dont un effectivement de l'opposition. Il est normal aussi qu'on adopte des amendements de l'opposition. Mais dans cette affaire qui est extraordinairement complexe et qui peut être caricaturée, eh bien, il est évident qu'il y a des données techniques qu'il faut connaître. Alors, l'interprétation du Parti socialiste sur ce camouflet, ce couac, écoutez ce qu'en dit Germinal Perrault, le député socialiste de la Dordogne. On sent bien qu'il y a un malaise extrêmement profond, puisque pas mal de collègues de droite ne souhaitent pas voir leur nom associé à ce texte. Et ce qui s'est passé hier, c'est tout simplement la traduction de ce malaise. Hier, la gauche n'est pas devenue majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça se saurait. Si la gauche a pu remporter une victoire sur une motion de procédure, c'est tout simplement parce qu'elle s'est mobilisée et elle a fait son travail, alors que du côté de la majorité UMP, eh bien, les députés ne se sont pas mobilisés et le groupe UMP n'a pas fait son travail. Alors Jean-Paul Garot, n'y aurait-il pas au sein de l'UMP un malaise, comme le dit Germinal Perrault, une fronde même, parce qu'on a vu que les députés n'étaient pas d'accord non plus avec les textes sur la réforme des institutions. Est-ce qu'il n'y a pas un désaccord avec le gouvernement et le président de la République? Non, pas sur le fond. Il y a toute une série de réformes qui ont été engagées. 55 réformes depuis un an ont été engagées. Et ces réformes, évidemment, ne se font pas comme ça dans la douceur. C'est bien évident, on le voit. Mais il faut absolument les faire. Il faut les faire d'autant plus qu'on voit et qu'on commence à voir des résultats, notamment en matière économique. Alors, tout ceci, c'est le jeu naturel de la démocratie. Nous ne sommes. Alors, c'est étonnant parce que quand nous votons des textes qui sont à l'initiative du gouvernement, on nous dit que nous sommes une majorité qui obéit en quelque sorte aux ordres du gouvernement. Et puis quand nous faisons effectivement notre devoir de parlementaire, eh bien là, c'est tout à fait normal, il y a une dissension interne, nous voulons absolument, enfin nous sommes justement en contradiction avec le gouvernement et avec le président de la République. Donc ce rejet, c'était une bonne chose. Mais ce rejet, c'est l'exercice normal de la démocratie. Alors que nos collègues, si je peux dire, de l'opposition, eh bien évidemment, on fasse beaucoup, si je peux dire, sur cette affaire, après tout, c'est une sorte de jeu politique. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'il en reste? Sur le fond, il en reste qu'on va avoir un texte qui, justement, est un texte qui a évolué. Et sur le fond, nous commençons à voir, sur un certain nombre de réformes et sur celles qui vont venir, un certain nombre d'améliorations.
les derniers chiffres en matière d'économie, parce que moi j'entends bien les socialistes qui jusqu'à présent nous disaient qu'il y avait récession, que la croissance n'était pas au rendez-vous, que quelles que soient les mesures que nous prenions, cela ne marcherait pas, eh bien c'est faux. Nous avons un taux de croissance qui est de 2,2%, alors qu'on nous disait que c'était impossible. Nous avons un chômage qui est en diminution, sensible. On n'a pas vu ça depuis 1984, moins de 7,5% de la population active au chômage. Donc nous avons des chiffres qui sont bons. Nous avons des investissements des entreprises. Donc si nos concitoyens pouvaient en quelque sorte reprendre confiance, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés, je le sais aussi par ailleurs. Alors venons-en, si vous le voulez bien, au deuxième événement de la semaine, la grève dans la fonction publique, et puis dans la foulée, les déclarations du président de la République qui appelle de ses voeux un service minimum, un droit à la garde des enfants. Vous êtes sur la même ligne que le président de la République? Complètement, puisque j'ai été élu pour ça. Et est-ce que du coup, comme le dit le Parti socialiste, on n'est pas en train de monter une partie de la République contre l'autre, les enseignants contre les parents? Non, pas du tout. D'abord, cette mesure spécifique, qui n'est pas la seule dans la réforme de l'école que nous proposons, cette mesure est quand même approuvée, si l'on en croit quand même les sondages, par 80% des parents. Ça consiste à quoi? Simplement à faire en sorte que les parents qui se retrouvent confrontés d'une heure à l'autre au fait qu'on ne puisse pas recevoir les enfants, sont obligés de se débrouiller, sont obligés de prendre du temps alors qu'ils n'en ont pas forcément, parce qu'ils vont travailler, sont obligés de payer quelqu'un qui va garder l'enfant, alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens de payer une garde. Et cette disposition, en réalité, est expérimentée depuis déjà quelque temps. Ça a été fait par le ministre de l'Éducation nationale auprès de communes volontaires. Bien. Alors, d'ailleurs, cela a bien fonctionné. Eh bien, qu'est-ce que nous souhaitons faire sans en aucune façon remettre en cause le droit de grève, bien entendu. Nous souhaitons simplement faire en sorte que ceux qui amènent leurs enfants à l'école puissent ne pas se retrouver otages d'une grève soudaine qui, évidemment, perturbe considérablement leur vie. Alors, quand même, sur ce texte, comme sur d'autres, certains tendent à considérer que le président de la République et le gouvernement sont en train de se radicaliser pour essayer de repartir à la reconquête de leur électorat traditionnel, et notamment pour permettre au code de popularité d'augmenter. C'est pas le risque? Non, nous serons jugés sur un bilan. Alors il y a eu des élections intermédiaires et chaque fois les élections intermédiaires malheureusement ne sont pas bonnes pour le gouvernement en place. Quel que soit d'ailleurs le gouvernement en place. Ça a été encore le cas cette année. Mais au bout des 5 ans, nous serons jugés sur un bilan. Et là, nous avons en 2008 un début de commencement d'effet des mesures que nous avons prises dès notre arrivée. Et notamment en termes donc fiscaux, si je peux dire. Il nous reste 1 minute sur cette radicalisation. Vous allez remettre à l'automne le couvert sur une plus grande sévérité contre les criminels dangereux que vous ne voulez pas qu'on vous remette en liberté. Est-ce que c'est pas encore un énième texte, une énième mesure? Non. Nous sommes malheureusement en pleine actualité avec le procès Fourniret. Il y a des individus très dangereux dont on sait qu'ils vont être réintégrés dans le circuit social. Nous avons eu la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté des criminels dangereux. J'étais le porte-parole de ce texte à l'Assemblée nationale. Eh bien, ce que je souhaite faire simplement, c'est que vous savez que le Conseil constitutionnel a donné un avis, qui a validé le dispositif, mais qui a dit que ça ne s'appliquerait finalement que bien plus tard, parce que uniquement aux gens qui allaient être condamnés à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Il y a donc des gens qui ont déjà été condamnés et qui vont sortir et dont on sait qu'ils vont récidiver. Donc je veux m'emparer, si je peux dire aussi, de ce sujet, parce que je suis un juriste et je suis magistrat aussi, et j'ai été confronté professionnellement à cela. Et j'ai été en contact avec les associations de victimes, donc à l'automne, je vais organiser un certain nombre de choses à ce sujet. Merci Jean-Paul Garot. Tout de suite le 19-20.